Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Alors, salut Dira. Je reprends. Je le mettrai dans les Yes, bloopers. Alors, salut Diran, comment tu vas? ça va bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Il fait hyper chaud. Je donne toujours un petit retour météo. Ça, les gens peuvent visualiser par rapport à la météo qu'ils ont à l'heure où ils écouteront l'épisode. Exact. Bah écoute, j'espère que tu as passé une bonne journée, en tout cas. Fatigante, mais bonne. Bon. Alors, Diran, je t'ai contacté parce que je suis tombée sur ton podcast qui s'appelle L'informatique pour tous et j'ai eu envie de faire un épisode duo avec toi, tout simplement, parce que tu as des thématiques qui se rapprochent des miennes et il y avait la possibilité de faire un pont. Et je me suis dit, allez, t'as accepté, donc c'est très cool que tu sois présent aujourd'hui. Alors, toi, tu es ingénieur cloud et DevOps. Tu interviens auprès de différentes entreprises en tant que consultant pour les aider à amorcer des changements vers le cloud et vers la culture DevOps. À côté de ça, tu es cofondateur de la plateforme de formation Easy Training qui aide les aspirants informaticiens à se tourner justement vers les métiers de l'informatique. Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Est-ce que tu as rajouté quelque chose? Je pense que c'est fidèle. Je pense que c'est tout. Donc, consultant et formateur dans ces domaines-là. C'est ça. Ok. Donc, du coup, tu as écouté quelques épisodes du podcast de Calisti. Est-ce Ouais. que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui dans ta vie professionnelle? Yes. Alors, on va dire que mon parcours est un peu, je veux dire quoi, est moins atypique, je pense, que le tien. Donc, baccalauréat C, donc mathématiques, Mhm. après école d'ingénieur et après bac plus C en informatique. Donc il n'y a pas de péripéties, il n'y a pas de découverte, rien du tout. Donc voilà, j'ai eu un baccalauréat en mathématiques et ensuite j'ai commencé l'informatique. J'ai d'abord fait une licence en réseau télécommunications et après ça j'ai fait un master en informatique, notamment à Supinfo qui est une école privée bon, bien connue du domaine de l'informatique. Et du coup, pendant mes 2 dernières années, du coup, j'ai fait une alternance qui m'a permis vraiment de découvrir le cloud. Et après cela, j'ai commencé à travailler dans les ESN, un peu comme tous les informaticiens. Mhm. Et après 1 an dans les ESN, 1 an, 1 an et demi, mais du coup, ma passion pour la formation est revenue. Donc, j'ai commencé à donner un peu les cours en parallèle de mon CDI. Et finalement, j'ai décidé de donner les cours à temps plein pendant près de 2, 3 ans. Voilà. Mhm. Et ensuite, le terrain me manquait. Donc, Ouais. maintenant, je fais les deux en parallèle. Je donne des formations et je fais du consulting parce que très souvent, pour pouvoir bien animer les formations, en fait, il me faut des cas concrets. Et à un moment donné, j'étais à court de cas concrets, Ouais. je tournais un peu en rond. Donc j'ai dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe sur le terrain pour que les cours soient, voilà, soient toujours beaucoup plus attrayants et intéressants. Alors, pendant le Covid, ou la Covid, en fonction de ce que vous voulez, comme on était cloîtrés à la maison, c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à enregistrer des cours. Et en enregistrant des cours, ça m'a donc permis de monter la plateforme donc easytraining.fr qui permet aux gens d'apprendre notamment les technologies du cloud, du DevOps, aussi la data, la programmation à leur rythme. Donc voilà, on peut dire que c'était plus ou moins une bonne chose en termes de business ce Covid-là parce que j'ai retranscrit tout ce que je savais. Et à partir de là, en effet, les choses voilà, se sont bien passées. J'ai commencé à être connu par les centres de formation qui m'ont appelé. Et derrière, effectivement, on a créé notre business de formation où je positionne des formateurs, en tout cas des formateurs, des consultants dans des missions qui peuvent être la formation, qui peuvent aussi être du consulting.
Voilà, donc c'est ce que je fais au quotidien. Donc mes activités actuellement, c'est formation de temps en temps parce que j'en donne moins. J'ai plutôt formé des formateurs pour aller donner cours. Le consulting parce que ça me plaît. Et voilà, le placement de profil auprès du client. Voilà. OK, d'accord. C'est marrant parce que, c'est pas donné à tout le monde d'avoir, ce côté, pédagogie, tu sais, envie de transmettre, former les gens. Ça te vient d'où? Alors, c'est une bonne question et je pense que comme beaucoup de gens, ça nous vient de nos enseignants, hein. Moi, j'ai eu des Mmh. enseignants qui étaient très passionnants et très passionnés. D'où aussi souvent mon titre de formateur passionné, parce qu'effectivement, ça vient de ces enseignants-là qui, voilà, m'ont partagé cette passion pour faire comprendre des choses. Et surtout, j'aime souvent dire que l'enseignement est un peu égoïste en même temps, parce que quand tu enseignes en fait une notion, ça te permet de mieux comprendre. Donc des fois, Mmh. moi, pour me challenger sur une notion, pour savoir si je l'ai bien compris, du coup, j'appelle un ami, je lui dis, bon, je vais t'expliquer telle notion, et si j'arrive à lui faire comprendre ça, ben, ça veut dire que moi-même, j'ai compris en fait. Donc c'est pour ça que les gens sont souvent surpris. Quand j'arrive en entreprise et que je suis consultant, en fait, je passe mon temps à expliquer les choses aux gens. On peut croire même que je suis l'enseignant de l'entreprise, mais c'est parce que j'aime ça et ça me permet aussi de pouvoir voilà, savoir si je maîtrise la technologie. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé, surtout aussi dans ma façon de m'exprimer. Donc, c'est un peu maintenant que je vois l'impact de tout ça, parce qu'il y Ouais. a souvent des discussions que j'ai même avec des managers et tout. Et quand je commence à parler, ils me disent que, mais Diran, quand tu parles, c'est apaisant. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça m'aide même dans les réunions. Et finalement, voilà, c'est cet amour pour transmettre là qui m'a permis, je pense, de réaliser plein de choses et même d'obtenir mes missions de consulting. Donc, ça a eu beaucoup d'impact quand même dans ma vie. Et voilà, j'ai eu des enseignants vraiment passionnants. C'est-à-dire, tu les regardes faire, tu dis, mais il existe vraiment. Tu dis, quand il dit tout ce qu'il dit, tu vérifies. Ça fonctionne, tu Mmh. comprends et tu veux juste ressembler à cette personne-là, en fait. D'accord, OK. Donc des gens qui t'ont inspiré, quoi. Bah, écoute, des personnes qui, sont amenées à transmettre des informations, entendront ça, s'il y a des personnes parmi elles qui écoutent le podcast. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une faculté, une compétence, tu sais, qui peut se développer, qui est parfois innée chez certaines personnes, Oui, mais en tout cas, pour moi qui se travaille, tu c'est vois? ça, c'est ça. Pas inné chez moi, pas du tout, parce que si tu m'avais vu il y a de cela 10 ans, j'étais introverti, je marchais la tête baissée au sol, Oh je ne saluais non! pas les gens. Alors, beaucoup de gens, quand ils me voient maintenant, ils pensent que, genre, je sais pas moi, bref, ils n'arrivent pas à expliquer, en fait. Mais, Mmh. en réalité, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Vraiment. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, quand vous voulez atteindre un objectif, il faut que vous vous y mettiez, vous travaillez. Maintenant, quand je fais en fait des vidéos, par exemple, parce que j'ai une chaîne YouTube, mais Mmh. quand je fais une vidéo, en fait, c'est en une fois. Moi, mes monteurs, en fait, parce que j'en ai deux, ils ne travaillent même plus. Parce qu'il n'y a pas les couper, je reprends et tout. Donc, je vais une fois. Mais ça, c'est parce que je l'ai fait tellement de fois. Je l'ai répété en live. Et du coup, à un moment donné, ce qui embête souvent les gens quand ils présentent des choses, c'est parce que ils ont souvent le trac, c'est-à-dire soit ils ne sont pas confiants de ce qu'ils présentent, ou alors ils ont peur du regard des autres. Mais quand tu as l'habitude, en fait, voilà, de cela, ça ne te fait plus rien, tu t'en fous, hein. Même si les gens Mmh. t'insultent, tu t'en fous, donc tu as déjà l'habitude. Mais grosso modo, voilà, je pense que tout se travaille. Et moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos pour enregistrer, en tout cas. J'ai écouté ma voix. Avant, je parlais, on ne m'entendait même pas. Donc, alors, moi, j'avais un accent très prononcé parce que moi, je suis venu en France après mon bac plus 3. Donc, Mmh. j'avais vraiment l'accent du Cameroun. Donc, je salue mes amis camerounais s'ils passent par Tes là. compatriotes camerounais qui passent par là? Exactement. Mais oui, j'avais un accent très prononcé. Et maintenant, même, j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais même comme ça, ma mère me dit, mais tu parles, on t'entend pas. Donc, elle encore, elle sent que je n'articule pas assez. Donc, c'est un travail de longue haleine. Avant, on ne m'entendait pas du tout. Bah, écoute, bravo parce que, pour, sortir un peu de ta zone de confort et puis, ne serait-ce que, bah, créer des vidéos, tu sais, se mettre en Ouais. ligne sur YouTube, c'est quand même Mm, mm. du boulot, tu vois? Enfin, il faut avoir une certaine confiance, en soi et C'est puis, ça. bon, le podcast, on est un peu caché, on entend que notre voix, mais quand même avoir une posture et puis s'exprimer, bon, ça demande un travail aussi donc non, bravo à toi, vraiment, bien joué.
Merci, merci, merci. Mais je peux te retourner le compliment, hein. Je t'ai dit, quand j'entends souvent tes podcasts, Oh, c'est ça gentil. fait comme les vagues. Genre, je me dis, oh là là, c'est paisible, allez. C'est gentil, merci. Bon, rentrons un peu dans le vif du sujet, parce que Yes. nos auditeurs ne sont pas là pour nous entendre nous congratuler. De l'autopromotion. C'est ça. Alors, on va parler aujourd'hui de culture DevOps. Oui. Est-ce que, avant que vraiment on rentre dans la partie qui est spécifique au test, est-ce que tu peux nous expliquer ce que Mhm. c'est la culture DevOps? Alors, je pense effectivement que c'est important de planter déjà le décor de cette culture-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous travaillez au sein d'un système d'information, il y a les applications métiers. Mhm. Et ces applications métiers qui sont utilisées, comme par exemple les logiciels de comptabilité, en fait, elles proviennent de codes informatiques qui ont été développés en amont par les développeurs. Et du coup, on a d'un côté les développeurs qui produisent l'application et les opérationnels, qu'on appelle encore les ops, qui la déploient. Alors, par le passé et pendant très longtemps, les développeurs ont su être agiles. Ils étaient capables de produire des nouvelles fonctionnalités presque tous les jours. Donc, l'agilité existait déjà, mais sauf que c'est essentiellement les développeurs qui l'appliquaient, les Mhm. sprints, etc. Maintenant, les opérationnels sont fondamentalement bloqués à ces concepts d'agilité parce qu'ils sont garants du fonctionnement du système d'information. Ils ne vont pas s'amuser à mettre en production l'application à chaque fois qu'un développeur a sorti une fonctionnalité, c'est-à-dire déployer 10 fois par jour. C'était impensable pour des opérationnels de déployer l'application tout le temps. Et le DevOps est venu donc nous dire ceci. Si les développeurs garantissent aux opérationnels que ce qu'ils vont livrer comme application est passé par une moulinette qui a du sens, on a testé les fonctionnalités, on a fait les tests unitaires, les tests d'intégration, les builds, on a publié, on a déployé dans des environnements de staging, des environnements de QA, de pré-prod, etc. Si on est capable de faire ça pour chaque micro, nano modification du code, alors est-ce que ça peut vous convaincre, vous, opérationnel, de vous mettre également dans cette optique de déployer en continu? Et c'est pour ça, effectivement, que c'est là où est née cette pratique DevOps-là, qui voudrait que, à chaque fois qu'il y a une modification, même minimale de l'application, on puisse en fait voir le résultat en production. L'intérêt, en effet, c'est de pouvoir beaucoup plus satisfaire le client. Imaginez, vous êtes sur un site et vous envoyez un message au support pour dire, en fait, j'ai du mal avec ce bouton, si est-ce que vous pouvez plutôt le mettre ici en bas. Et qu'après 1 heure, le client voit ça, ça montre vraiment qu'ils sont à l'écoute de leurs utilisateurs. Et du coup, ça permet de répondre aussi aux défis de l'innovation. Parce que plus on est capable de produire, plus on est capable de délivrer, et donc plus le client voit de nouvelles choses qui arrivent. Alors que par le passé, quand on développait une fonctionnalité, il fallait préparer une mise en production 2 mois après. Parce qu'il fallait que tout le monde soit mobilisé. On mobilise les ingénieurs sécurité, les ingénieurs de ceci, tous les départements pour faire la mise en production parce qu'on sait qu'on aura des problèmes. Mais là, comme on est capable de déployer à chaque petit jalon et que tout le monde est impliqué, parce que maintenant, même dans la phase de test, les opérationnels sont impliqués. Ils regardent, est-ce on teste dans des environnements qui sont proches de ceux de production? Ils se rassurent. Et donc, les deux fonctionnent main dans la main pour assurer ce cercle vertueux-là de production et ensuite délivrance. Donc, l'agilité avait cette limite qu'elle avait été pensée un peu pour les développeurs. Mais maintenant, le DevOps essaie d'élargir ça aux équipes opérationnelles pour pouvoir délivrer et livrer beaucoup plus vite et plus fréquemment. Et si on délivre plus vite, ben forcément, quand on a un problème, on sait exactement quelle est la cause. Parce qu'on verra exactement quelle est la micro-nano ligne de code qui a Mhm. posé problème. Et du coup, par le passé, on attendait malheureusement 2 mois de développement pour passer en production. Et du coup, quand là, vous avez un problème, vous ne savez plus quel commit, c'est-à-dire quelle modification du code vous a créé ce problème-là. Et sachant que quand vous avez les grosses équipes, c'est très difficile parce que des fois, en fait, on imagine les systèmes, je veux dire quoi, où on a dans une équipe 2, 3 personnes. Non, il faut savoir que c'est
concepts d'agilité et DevOps, en fait, ont été pensés pour les entreprises où il y a une taille conséquente d'interaction et de membres de l'équipe. C'est Mm. pour ça que si on n'a pas ce genre de système-là, mais du coup, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Ok. Voilà. Donc, c'est là que vient le DevOps. Voilà. C'est là que vient le DevOps. Et c'est né il y a combien de temps? Alors, ça, c'est une bonne question, hein. La première fois que ça a été évoqué, c'est notamment par, je crois qu'il s'appelle Dubois, quelque chose, je ne vais pas regarder les références, hein, mais il faudrait juste que je regarde. C'est Patrick Debois qui, pour la première fois, a évoqué ce terme-là. C'était en 2009, je pense bien, ouais. En 2009, qu'il a été évoqué, ce terme-là. Mais D'accord. bon, il y a des équipes qui le faisaient déjà. Parce que c'est ce que j'aime dire quand je donne une formation, c'est que, en fait, cette pratique-là existait déjà, mais sauf que ce n'était pas encore formalisé. C'est un peu comme l'agilité. Il y a des gens qui faisaient de l'agilité depuis très longtemps, mais Bien sauf sûr. que les fondements n'avaient pas été écrits, les principes rédigés et les certifications mis à disposition. Tout à fait. Maintenant que ça a été structuré, ben, du coup, voilà, maintenant on entend parler de ça un peu partout. Mais oui, ça vient de Patrick Dubois, qui est un Belge, voilà, Mm. en 2009. Nos amis les Belges. D'accord, Yes. ok. Mais c'est vrai que pour le coup, enfin, on parle en l'occurrence de DevOps dans la partie dev. Pour moi, les devs ont toujours travaillé comme ça, en collaboration, de manière agile, Mm, et réagi assez rapidement parce que de toute façon, tout à fait. si tu fais des petits tests unitaires par-ci, par-là. Si tu as des bugs, tu vas le voir assez rapidement, tu vois. Donc, Mm, ne serait-ce que pour pouvoir sortir un produit, sortir une solution, effectivement, ça me paraissait assez logique. c'est ça, c'est ça, Hmm. c'est ça. D'accord. Bon, ok. Bah écoute, très clair pour la définition. Pour les personnes qui ne sont pas du tout au fait de ça, je pense que ça les aidera à avoir beaucoup plus clair. Bon, j'espère. Laisse-moi Mais savoir en oui, mais commentaire. oui, mais oui. Il y a un lien entre alors, automatisation des tests et culture DevOps. Et je pense que c'est au-dessus de ça qu'on va graviter. C'est pas parce qu'une entreprise aura mis en place de l'automatisation qu'elle aura forcément une culture DevOps, mais ça va ensemble beaucoup plus facilement si les deux sont au sein de la même entreprise, sont existants au sein de la même entreprise, pardon. Est-ce que tu peux préciser un peu concrètement le Mhm. lien avec le test et avec la qualité dans sa globalité? Alors, on va dire notamment que grâce au DevOps et à l'automatisation, parce qu'il faut savoir que les tests étaient réalisés manuellement, hein, et il y a Oui, même certains tests qui sont encore réalisés manuellement, bien sûr. parce que difficilement automatisables. Mais grosso modo, euh, les développeurs se sont rendus compte qu'il y a des opérations qu'ils faisaient fréquemment et qui n'apportaient pas du tout de valeur ajoutée. Donc, on parle là des tests unitaires, comme je l'ai dit, des tests d'intégration, des tests de fonctionnement, etc., etc. En fait, cet ensemble de tests-là devait être automatisé. Et ensuite, il y a les tests de recettes. Les tests de recettes, en effet, qui permettent d'être sûr que vraiment l'application répond aux besoins du client. Parce que les développeurs vont très souvent coder par rapport au cahier de charge que le product owner pourra les livrer. Bref, il va leur dire codez-moi ceci. Mais il faudrait également que des personnes qui se comportent comme des utilisateurs finaux, ben, du coup, testent en fait l'application. Et l'automatisation va nous permettre également de pouvoir automatiser même ces tests-là dans certains cas. Et du coup, si on est capable de garantir que notre application est passée en fait à cette moulinette de tests-là, ça permet de garantir donc la qualité globalement du code, la qualité de la livraison. Et souvent, on se limite juste à la qualité du code écrit, mais il faut voir l'écosystème autour. Bien sûr. Parce qu'actuellement, on a des systèmes en fait qui gravitent et qui discutent les uns les autres. Donc, il ne faudra pas simplement se limiter au test d'un composant. Il faudra le remettre dans le contexte où il y a un écosystème, la base de données, le middleware, la cache, etc., etc. Il faudra remettre tout cela ensemble et tester aussi. C'était des éléments en fait qui perdaient du temps aux gens. Les développeurs disaient ah j'ai fait ma fonctionnalité, allez je pousse et ça passe. Mhm. Maintenant, on est capable, grâce aux technologies qui sont arrivées, de pouvoir même provisionner des environnements temporaires pour faire en fait les tests et remettre l'écosystème que l'on a en fait en production.
ça, on est capable de le faire. Et on entendra parler, par exemple, des technologies comme Docker, comme Kubernetes, comme Jenkins qui vont nous permettre de faire cela. Mais grosso modo, le test est fondamental et même indispensable si on veut être sûr de bien implémenter une stratégie DevOps. Pour moi, c'est indispensable. Maintenant, on essaie d'automatiser au maximum, mais il peut arriver effectivement qu'on ait des tests qui soient faits manuellement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ok. Donc, de ce que je comprends, alors, pour le coup, on a de l'automatisation sur la partie unitaire, sur la partie intégration, mais le DevOps va venir s'intégrer sur la partie end-to-end, donc de bout en bout, parce qu'on va venir tester un système entier. C'est bien ça. C'est ça. Donc, le DevOps, en fait, c'est la pratique qui va concourir à permettre qu'à chaque modification, il y ait le déploiement. C'est ça le DevOps. Vraiment, en dev, on déploie. Maintenant, pour mettre cela en œuvre, on aura besoin de tests, en fait. C'est ça le Bien truc, sûr. c'est qu'au final, le DevOps, c'est un peu une chimère. Il dit, je veux que vous alliez vite, je veux que vous déployiez vite. Mais sauf que pour y arriver, il faudrait que vous assuriez le contrôle qualité en continu. En consigne, tout Parce à que fait. souvent, il y a des gens qui pensent que ce n'est que quand on code une fonctionnalité qu'on teste. Non. Il y a par exemple ce qu'on appelle les nightly tests, c'est-à-dire les tests qu'on fait en fait en soirée. Mais dans les fermes logicielles, il y a des tests qui sont faits dans la nuit, à minuit, des releases. Parce qu'en effet, et là je prends un exemple qui sera peut-être technique, imaginez, vous utilisiez par exemple une version, allez, 10 d'un logiciel. Dans la nuit, l'éditeur change cette version 10 là, c'est-à-dire il garde le même nom, il garde la même version, mais sauf qu'il fait évoluer ce que vous appeliez. Et donc, du coup, en gros, on n'a rien touché dans l'entreprise, mais la ressource sur laquelle vous pointiez, en fait, a évolué. Et ça, effectivement, vous ne le savez pas. Donc, si vous attendez le moment où vous allez vouloir passer en production pour refaire les compilations et tout, vous aurez des problèmes. C'est pour Bien ça qu'il sûr. faut faire tout le temps des tests qui ont souvent été planifiés. D'accord. Ok. Tu sais, c'est très drôle que tu parles de tests réalisés la nuit, parce que là, cette semaine, donc Mhm. au boulot, j'ai un cas où sur un projet très spécifique, on a besoin de réaliser des tests, mais sur une tranche horaire très tardive, Mhm. c'est-à-dire de 22h à 6h du matin. Le Ah, go ah. live est prévu à 6h du matin. Bon, Ok. pour ce qui est de l'organisation, on trouvera bien quelque chose, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Mhm. attends, mais c'est pas possible. On fait pas travailler des gens en plein milieu de la nuit, Tout à fait, alors tout à qu'ils ont des fait. horaires de travail qui sont Ouais. complètement différents, tu vois. Mais c'est Mhm. vrai que pour le coup, l'automatisation sert principalement à ça, remplacer l'humain sur des périodes où bah, on n'a pas forcément la possibilité, et puis sur le nombre de tâches Ouais, unitaires et répétitives c'est à ça. faire. Ouais. Bon, c'était une petite anecdote, là, Tout à tu m'as fait, fait tout à penser à fait. ça. Mais oui, c'est... Non, on l'utilise, ouais. Mhm. D'accord. Alors, pratico-pratique. Supposons que demain, Oui. moi, je souhaite par exemple que mon équipe commence à bosser un peu en DevOps, parce que ça nous permettrait d'être plus efficace. Par où est-ce que je devrais commencer? En sachant que on part du principe que personne n'a aucune notion de quoi que ce soit. Mhm. Alors, c'est vrai que dans ce genre de changement, les personnes à convaincre, en fait, ne sont même pas les équipes techniques. Ok. C'est très souvent le management. Donc la Parce stratégie. que, exactement, la stratégie. Donc, l'un de mes amis, Kevin Dango, qui est mon cofondateur donc, à Easy Training, lui, il donne plutôt des formations au niveau donc des managers sur les pratiques DevOps, la culture, le Kanban, le Scrum, etc., le Safe, bref, lui, l'expert de ce domaine-là. Ça veut dire que lorsque moi, je dois intervenir chez un client, en fait, je ne vais pas en premier avec mes outils et ma boîte à outils. Non, pas du tout. Je l'envoie d'abord, lui, en éclaireur. Je dis, va les sensibiliser et commence à sensibiliser le management et Mhm. ensuite les personnes qui travaillent sur la partie technique. Parce Ok. qu'il sait déjà, et l'expérience nous a montré, que lorsqu'il anime ses formations, c'est-à-dire les foundations du DevOps, de l'agilité, en fait, les techs lui disent, ce n'est pas à nous qu'il faut dire ça. Nous, on sait qu'il faut tester notre code. On sait quels sont les moyens qu'il faut. Mais sauf qu'il faudrait que ceux d'en haut
comprennent la pertinence de ça et pourquoi ça va coûter cher. Parce qu'il faudra former des gens, parce qu'il faudrait que, effectivement, il y ait des outils, des licences qu'on achète pour pouvoir mettre en place ces outils-là. Donc, en réalité, les techs n'ont pas de souci fondamentalement à adopter ces méthodes-là. Oui. C'est plus le management. Maintenant, quand le management est sensibilisé, en réalité, il y a des formations qui vont être animées dans le cadre, en fait, au niveau des formations techniques, mais aussi des formations un peu structurantes pour expliquer comment est-ce que les équipes sont organisées. Le but, c'est de casser des silos. Donc, on va voir déjà la structure. On va dire effectivement qu'il n'y a plus de barrière entre les opérationnels et les développeurs. On voit comment créer ce pont-là. On voit comment créer des discussions en réalité pour que les uns puissent être impliqués dans les réunions des autres, pour qu'ils puissent savoir quelles sont les évolutions à venir. Et maintenant, après, on peut mettre en place les outils. On va leur dire que maintenant que vous êtes tous d'accord sur comment est-ce que vous allez travailler, en fait, il vous faudrait un outil sur lequel vous allez vous baser pour automatiser la production de l'application et son déploiement. On va parler par exemple de Jenkins. On dit, OK, on va aller sur Jenkins, les développeurs pourront voir si leur application est en production et les opérationnels pourront voir si l'application a été livrée. Donc, grosso modo, on va commencer à mettre en place des outils comme ça pour permettre que les équipes puissent être beaucoup, en tout cas très efficientes en réalité. Mais la difficulté, c'est l'humain, ce n'est pas l'apprentissage des outils. Non, mais c'est plus le fait que les gens sont réfractaires à l'idée de changer de façon de travailler. On améliore aussi le travail collaboratif. Tout ce que les gens y réalisent sur le code, que ce soit applicatif ou infrastructure, doit être tracé. Donc, en termes de cheminement, dans un premier temps, on sensibilise le management avec les formations telles que DevOps Fondamental. Ensuite, on sensibilise les équipes techniques en leur disant qu'on a eu l'aval du management et qu'ils sont d'accord. Et avec le management, dans la formation des techs, c'est-à-dire quand on fait la DevOps Fondamental, là, on veut toujours qu'il y ait quelqu'un du management pour qu'il acquiesce et ils disent je suis d'accord avec ça, c'est ce qu'on va faire et on va mettre le budget. Là, on explique effectivement la DevOps fondamentale et ensuite, on commence à structurer les formations techniques. Et généralement, ça se passe bien. Parce que ça ne sert à rien d'aller en fait apprendre les technologies aux gens si, grosso modo, ils ne les implémenteront jamais parce que le management ne comprend même pas quel est le gain de passer en fait sur ces pratiques-là. Ouais, complètement. Bah, après, c'est bon. Tu l'as dit sans insister dessus, mais en fait, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent, en fait. Si t'as pas de budget, tu peux pas faire grand-chose. C'est vrai, c'est vrai. Il faut payer les consultants, Faut les payer les formateurs. consultants. Ok, Yes, yes. donc si demain, moi, je vais voir par exemple mon responsable et je lui dis, écoute, ce serait bien qu'on passe un peu en DevOps parce que là, on est un peu rigide, tu vois. Faut d'abord que je le convainque de trouver un budget pour ça, pour pouvoir avoir éventuellement des personnes qui vont venir. Alors, avant de parler budget, il faudrait peut-être déjà lui demander, lui montrer en fait quel est l'intérêt Bien de sûr. ça. Tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, quand il a vu l'intérêt, il voit quelques entreprises qui sont passées au DevOps, il assiste même à quelques conférences et tout, voilà, où il voit. Et il va se rendre compte lui-même que ça va coûter. En tout cas, il faudra des compétences. Mais généralement, on arrive en fait à faire monter les compétences internes à l'entreprise. Souvent, on n'a pas forcément besoin d'embaucher de nouvelles personnes. Si les internes sont prêts à monter en compétences, et c'est ça le problème, c'est que comme les internes, du coup, souvent, ils sont déjà habitués à une ancienne façon de faire. Bien sûr. Voilà, s'ils veulent pas, il va falloir prendre des externes qui, eux, ont déjà la compétence. Mais c'est mieux que l'entreprise construise avec ceux qui sont déjà là. Voilà. Moi, j'ai vu des entreprises qui ont fait partir les internes. Hein. Ils ont recruté de nouveaux qui étaient DevOps, des petits jeunes. Ah oui, parce qu'en fait, ils leur ont dit, on va passer à telle étape. Est-ce que tu es prêt ou pas? Non. Rupture conventionnelle, il n'y a pas de souci. Tu pars faire ce que tu veux. Parce qu'il y en a souvent qui sont déjà, à un certain âge, bien sûr, ils sont déjà fermés à l'évolution et tout. Et ce sont des personnes qui peuvent avoir une incidence très néfaste sur la transition. Parce qu'on dit toujours que quand on apporte en fait une innovation, il y a les early adopters, il y a les personnes qu'il faut convaincre, il y a les réfractaires, exactement les suiveurs, il y a les réfractaires. Donc, grosso modo, il faudrait identifier ces personnes-là. Et si on n'arrive pas à les amener déjà à adopter effectivement cette culture-là, mieux vaut s'en séparer. Ça va coûter moins cher que de le laisser là et on va dire quoi, et qu'il décourage en fait les autres. Voilà.
D'accord. Mais Ouais, sinon, t'as un peu précédé ma question suivante parce que j'allais te dire, mais dans, dans la fabrique du changement, mhm. enfin, je le vois moi-même au quotidien, Oui, changer une habitude, c'est difficile, ouais, tu ouais. vois. T'as pas Hmm, envie, parce que t'es bien, t'es à l'aise, t'es calé, t'es posé, tu sais ce que tu tout dois à fait. faire, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas avoir comme Exactement. résultat en utilisant telle et telle méthode. C'est ça. Et autant laisser de la place à de la croissance et puis intégrer de nouveaux éléments. Sur le principe, je pense que la majorité des gens vont dire oui, on est d'accord. Ouais, Mais ouais. quand il faut passer à l'action, il y a beaucoup de résistance quand même. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de résistance, ouais. Et c'est donc là où il faudrait que le manager fasse preuve de tact. Ouais. Souvent, ça passe par des incitations financières, hein, parce que tu sais que les incitations financières, ça convainc beaucoup de gens, hein, moi le Mhm. premier. Mais effectivement, tout à fait. Donc, il faut jouer sur certains leviers pour inciter la personne, parce qu'il faut aussi savoir que se séparer de quelqu'un, ça a aussi un coût, parce que la personne part avec l'historique de l'entreprise. Bien Donc, sûr. dans l'idéal, on garde les gens, on les incite financièrement. J'ai vu effectivement des boîtes où il y avait vraiment cette incitation financière. Le manager nous a dit, nous sommes en train de revoir les salaires, effectivement, parce que ça va demander peut-être plus de travail au début aux gens de se mettre à ces pratiques-là. Mais le gain que l'on va avoir en termes de capacité à livrer et de satisfaction client au niveau business, mais du coup, on va gagner du temps. Et si on gagne du temps, ben, du coup, Bien voilà, sûr, on on est gagne beaucoup de plus l'argent. efficient. Ouais. C'est ça. D'accord. Ok. Bah, c'est très clair. Toi, quand tu interviens auprès de tes clients, Ouais. euh, le premier motif, euh, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait appel à moi? C'est souvent parce que des gens m'ont vu sur YouTube Ok. et du coup, ils ont vu que ce que je fais est sympa et ça peut les aider. Et ils parlent en fait de ce que je fais à leur manager pour dire, en fait, regarde un peu ce qu'il fait. Il parle de choses qui sont intéressantes. Et du coup, le manager m'appelle et il me dit, est-ce que tu peux venir nous parler de ce que tu racontes là? Donc, ça veut dire que souvent, ce que je fais, en fait, c'est d'abord un audit de l'existant. C'est-à-dire, on m'appelle, on me dit, en fait, tu as dit qu'on peut aller plus vite. Mais regarde, par exemple, ce que nous, on fait. Mhm. On est lent, donc qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et c'est d'abord par rapport à cet audit-là que je dis maintenant aux clients qu'en fait, il vous faut une formation sur telle chose, un accompagnement sur telle chose, et peut-être même des consultants en plus qui vont, dans un premier temps, mettre en place les outils et passer ensuite la main à vos internes. Donc en gros, on m'appelle généralement pour des besoins de modernisation de processus de production, production applicative et également de déploiement applicatif, d'automatisation et de ce qu'on appelle aussi des migrations vers le cloud parce que bon, on essaie d'être beaucoup plus agile et le cloud permet d'être plus agile et plus scalable. Voilà. Donc c'est dans ces contextes-là qu'on me contacte. D'accord. Ok. Et du coup, YouTube est une bonne source d'acquisition. Je mettrai le lien de ton YouTube dans les commentaires du podcast pour les gens qui veulent aller découvrir ce que tu fais. Mais Yes. Il faut qu'il s'accroche bien, hein. C'est pas simple, simple. ah bah j'imagine, j'imagine. Mais du coup justement, le motif de résistance le plus Mhm, important que tu as rencontré, c'était quoi? Que ce soit au niveau bah, d'un manager ou des mhm. personnes en charge de la stratégie dans une entreprise ou au niveau des équipes. Le motif le plus important, c'est lequel? Alors, pour les managers, c'est la peur de l'inconnu. Ok. Parce que les managers ont souvent un certain âge. Donc, du coup, ils sont là simplement pour préparer leur retraite et faire leur cotisation. Voilà. Hmm, Les gars, il ne veut pas que tu viennes le déranger. Donc, hmm. lui, c'est souvent la peur de l'inconnu. Pour les équipes tech, l'élément qui les bloque souvent le plus, c'est la difficulté des outils et de monter en compétences. C'est souvent ça le problème, le principal problème. Le deuxième problème des techs, c'est qu'ils savent que souvent le management ne va pas suivre en fait. Il y a plein de gens à qui on a fait des formations techniques, ils sont rentrés en entreprise. Après 3 mois, ils m'ont écrit pour me dire qu'en fait, Diran, tout ce que tu nous as appris là, on n'utilise même pas ça parce qu'on est resté dans les anciens processus. Parce qu'il faut aussi savoir que faire évoluer je veux dire quoi, une entreprise vers le DevOps, en fait, ça a même un coup sur, je veux dire quoi, sur les métiers. Parce qu'en gros, vous allez dire que pendant 6 mois, le système d'information sera en chantier. Donc, les gens, au lieu d'être à 100% sur la production,
ils seront plutôt en train d'apprendre des outils, en train de tester des choses, et ça ralentit le processus de production, c'est-à-dire ça ralentit la maintenance du système existant. Donc, c'est aussi ces impacts business qui font souvent ce que le manager dise que quand je vois effectivement les pertes en termes de revenus, parce qu'il faut aussi savoir que ça peut aussi dégrader la qualité de service, il dit non, on va rester sur ce qu'on a dit et voilà, on n'avance pas. Mais les entreprises qui sont innovantes, avant-gardistes, sont déjà passées notamment sur ces éléments. Parce qu'elles embauchent généralement des personnes qui sont extrêmement ouvertes d'esprit. C'est la différence entre les entreprises, souvent qu'on dit francophones et anglophones. C'est que les anglophones, effectivement, anglo-saxons, ont un mindset d'innovation. Et c'est souvent pour ça que ce n'est que leur norme qu'on copie en fait pour essayer d'implémenter dans nos entreprises et même souvent maladroitement. Mais voilà, c'est le fait d'être réfractaire au changement qui pose souvent problème. Ouais. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, c'est très clair pour les motifs. Ça marche. Alors, j'aimerais qu'on parle d'Easy Training, du coup, qui est la plateforme de formation que tu as cofondée avec ton associé dont j'ai oublié le prénom tout à l'heure. Kevin, oui. Alors, d'où est venue l'idée de créer une plateforme de formation? Parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Déjà disponibles. Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer dans ce projet-là, mis à part le côté formation, transmission dont tu m'as parlé tout à l'heure, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ouais. Alors, c'est vrai que la partie travail, en fait, moi, je ne l'ai pas vraiment vue parce que c'est une passion. Quand je dis aux gens, quand je suis dimanche, en fait, je suis tellement excité. C'est-à-dire, quand il est dimanche, en fait, je réfléchis. Demain, c'est lundi, je suis surexcité parce que effectivement, je ne me sens pas travailler. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors, d'où m'est venue effectivement l'idée de faire des formations. Il y a déjà plein de plateformes où il y a des formations. Moi-même, je suis des cours sur ces plateformes-là. En fait, je me suis rendu compte que ces formations-là manquaient souvent de mise en pratique et souvent, ce sont des formations qui sont réalisées par des experts et pas des pédagogues même. Parce que les pédagogues, en réalité, ils ont suffisamment de quoi vivre. Ils vont pas aller se faire chier à enregistrer des formations, même pour qu'on les insulte dans les commentaires. En réalité, non, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, en gros, les vrais pédagogues, en fait, ils ne font pas des cours sur Udemy. Eux, ils font des cours dans la réalité, dans la vraie vie. Mais ils ne vont pas aller monter des plateformes de formation. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je propose, en fait, des formations qui sortent du lot. Deuxième chose, il manque beaucoup de formations en français. Oui. Ce sont très souvent des formations en anglais. Et malgré le fait que souvent on s'en sorte un peu en anglais, c'est toujours bien d'écouter notamment des introductions dans sa langue natale, d'origine ou couramment parlée. Et quand notamment on a compris la problématique, on peut souvent aller beaucoup plus loin avec les formations en anglais. Donc, je me suis rendu compte qu'il manquait les formations en anglais, que les personnes qui animaient souvent donc les cours, enregistraient les cours, c'était pas forcément des pédagogues. Et je voulais également optimiser ma façon de travailler parce qu'avant, j'échangeais mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire, il me fallait être là, faire les cours en soirée, etc. Parce que je donnais même aussi des cours du soir. Et donc, je me suis dit, il faudrait que j'optimise en fait ce temps-là. Et la solution logique a donc été de produire en fait mes cours et les enregistrer. C'est ce qui m'a permis donc de répondre. Avant même de penser à l'aspect pécunier qui a suivi, c'était d'abord cette fierté-là. Parce que si tu pars sur directement l'aspect pécunier, en fait, c'est que quand tu vas enregistrer la première, deuxième, troisième formation, tu vas te rendre compte qu'elle ne se vend pas, tu vas penser que tu as perdu ton temps ou tu vas même abandonner. Non. Moi, je produisais parce que j'avais cette passion-là et surtout, c'est des cours que j'avais déjà donnés en centre de formation. Donc, j'avais déjà les slides. Il me suffisait juste de prendre mon micro et ma webcam et de commencer en fait à enregistrer. Donc, ce n'est pas comme si je concevais le cours pour l'enregistrer. Non, c'est des cours que je donne déjà. Donc, je sais déjà quelle est la difficulté des apprenants lorsque j'explique une notion. Oui. Ce qui fait que lorsque j'enregistre, en fait, dans ma vidéo, je lui dis que je sais que ce que je viens de dire, il n'a pas compris parce qu'un étudiant ne l'avait pas compris et que je vais donc le réexpliquer. Donc voilà, c'est pour dire que c'est ça qui fait vraiment la différence en termes de qualité de contenu et de production. C'est vraiment prendre ce background-là et proposer des formations différentes des personnes qui sont expertes de leur domaine, mais qui n'ont jamais vraiment transmis leurs connaissances ou alors challenger leur compréhension face à des apprenants qui surtout n'y connaissent rien. Parce que nous, on se positionne effectivement
pour les personnes qui souhaitent partir de zéro. Nous ne sommes pas le centre de formation des experts. Les experts n'ont pas besoin de nous. Ils savent déjà aller se former tout seuls. Nous, on est là, en effet, pour ceux qui voudraient apprendre une notion et ne savent pas comment débuter. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'il faut faire cette technologie-là ou se lancer dans ce métier-là. Et du coup, c'est là où nous, on peut intervenir. Et in fine, ça a permis à beaucoup de gens de se former et de découvrir, en fait, des métiers d'avenir. Je prends, par exemple, le cas du bootcamp DevOps ou même du bootcamp Data. En fait, ce sont des formations qui, en centre de formation, peuvent coûter très cher, les reconversions, bon, comme par exemple celle que tu as faite là. Et ce que moi j'aime dire aux gens, c'est venez d'abord tester, voir à des coûts vraiment dérisoires avec un simple abonnement ce que c'est que ce métier-là. Et vous allez sur, en fait, des cours faits par des experts de la formation, des pédagogues. Et si là, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, vraiment, n'allez pas donner 10 000 euros à un centre de formation, ça ne sert à rien. Ou alors, si vous ne sentez pas le feeling avec le métier, n'allez pas. Parce que nous, on a déjà les formateurs qui sont la crème de la crème. Et si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, bah, c'est que là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est que vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Et on épargne donc aux gens d'aller dépenser 10 000 euros voilà, en centre de formation. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, hein, parce que j'anime les formations en reconversion. Pas en test, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de reconversions en test. Mais moi, j'anime les reconversions en DevOps. Et souvent, on perd 30%, 40% des gens qui, in fine, ne travaillent jamais dans le DevOps. Et pour moi, c'est du temps perdu. Alors qu'ils auraient pu voir si le domaine les intéresse, voilà, à peu de frais. Ok, bah écoute, c'est bien, tant mieux. Et je trouve que c'est une bonne idée, pour le coup. Parce que c'est vrai que, encore une fois, on en revient à l'aspect pécunier. On va se dire, mais elle insiste un peu quand même sur l'argent. Mais c'est vrai que c'est vraiment le nerf de la guerre et donner la possibilité à des personnes de pouvoir tester, tu vois. C'est ça. T'as rien à perdre, tu y vas, tu vois ce que c'est fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Tu le sais rapidement et plutôt que de s'investir pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire un an, certaines formations. Et puis, en fait, tu te rends compte que bah, tu as peut-être perdu un peu de temps. Tu n'as pas perdu de temps parce que tu auras quand même appris quelque chose, mais tu sauras que c'est pas forcément ce que tu veux fait faire, pour toi, quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord. Bah, merci pour cette réponse. En tout cas, bravo à toi parce que sortir des vidéos régulièrement, j'ai cru comprendre que tu sortais un épisode de podcast, plusieurs épisodes de podcast à la suite, une vidéo par semaine. À côté de ça, t'as ton boulot de consultant aussi, donc c'est quand même beaucoup de travail, de contenu créé, donc vraiment bravo. Merci. C'est vrai que c'est pas simple, mais en s'organisant bien, on y arrive. En s'organisant bien. Mais oui, c'est pas évident. Mais bon, le bémol de ça, c'est que souvent, je sors tellement de contenu que souvent, les gens ont du mal à suivre, tu vois. Ouais. Du coup, ils se retrouvent submergés et après, ils sont découragés. Donc, c'est pour ça que j'essaie un peu de... Même mes monteurs m'ont dit, voilà, nous-mêmes, on a trop de vidéos, on sait même pas quand on va publier. Je dis, ok, c'est bon, alors, j'arrête jusqu'en fin d'année. Ok, d'accord. Mais voilà, ça permet de sensibiliser, ouais. Et comme je disais, l'aspect pécunier, en fait, je le vois aujourd'hui. Parce que c'est quand j'ai commencé à scaler Easy Training. Parce qu'on a en fait ce qu'on appelle les bootcamps, comme je t'ai dit, c'est des programmes qui durent souvent 3 mois, où on forme les gens en cours du soir pour qu'ils puissent monter en compétences rapidement sur certaines choses. Donc c'est moi qui les donné au départ, mais après, j'ai pris des formateurs qui m'ont remplacé de façon très très brillante. Et c'est donc là où j'ai même vu la puissance des cours que j'ai enregistrés, c'est-à-dire les gens regardent les cours en amont et ils viennent en fait aux séances du soir, le formateur débrief, il corrige les TP, ok. etc., etc. Donc, ces bootcamps-là ont vraiment été la preuve que c'était une bonne idée de le faire. Et maintenant, je peux me reposer, je peux profiter. Voilà. Donc, comme les gens disent, tu dors, l'argent travaille pour toi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Mais moi-même, j'y aurais pas cru en fait au début quand j'ai commencé ça. Mais après, les choses se sont enchaînées naturellement quand j'ai commencé à scaler et à prendre des formateurs. Petit à petit, les choses se Je sont n'avais mises en même place. pour la petite anecdote, je n'avais même plus de soirée à moi. Par le passé, à de cela 2-3 ans, ça m'a coûté beaucoup de ruptures amoureuses. Mais oui, c'était pas évident.
Mais Ouais. maintenant, j'ai tellement de temps que, voilà, je joue aux jeux vidéo, etc. Donc, Ok, d'accord, bon. mais voilà, au final, ça m'a permis de. Bah, écoute, t'as pas de regrets, t'es quand même content de ce que t'as construit. Oui, 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 Bon, oui, bah, oui, effectivement. Pas de regret, ouais, pas de regret. ok, bon, bah, super. C'est le plus important, C'est ça. si Mais si t'es c'était à satisfait de refaire, toi. si c'était à refaire, je ne sais pas si je le ferais Ouais, si mon moi d'aujourd'hui discute avec mon moi du passé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que souvent, je travaille à des heures, enfin, pas possible. Je sais pas. Je sais pas comment te dire. bah, du coup, t'as un petit regret, quand même. Tu ferais les Alors, choses différemment. on va dire que là, actuellement, en fait, j'ai déjà pris l'habitude de travailler ainsi. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Mais ça demande beaucoup de sacrifices, grosso modo. Donc, c'est pour ça que je dis, si c'est que je me revois par le passé, je ne sais pas, en fait, si je referais, en fait, la même chose. Tu vois? d'accord. Là où je suis déjà à l'intérieur et ça me plaît, tu vois. Mais quand je vois les étapes à suivre, les sacrifices, les formations gratuites que je faisais et tout, voilà, le contenu que je donnais gratuitement, je ne sais pas si on me remet à ce moment-là, je referai la même chose. Je ne sais pas. Mais Mhm. actuellement, je profite des retombées. Voilà, Bon, bah, c'est super. Ça c'est ça. marche. Diran, on arrive sur la fin de l'épisode. Ah, déjà. Ok. Déjà, ça passe vite, hein? Est-ce que tu as une question pour moi? Alors, oui. Ouais. La question que j'ai, c'est concernant les reconversions, par exemple, tests que vous réalisez, donc vous faites et tout, dans les Mhm. formations de reconversion. Est-ce que il y a cette couche-là d'automatisation avec des outils comme Jenkins et tout? Est-ce que vous voyez vraiment, est-ce qu'on fait déjà un big picture de ce genre de choses? Est-ce qu'on parle un peu de ce dont on a parlé ici? Est-ce qu'on vous donne quand même des éléments pour que quand vous arrivez en entreprise, vous ne soyez pas choqué quand on parle de DevOps et de pipeline et tout, tout? Oui. Alors, ça dépend des formations que tu fais. Moi, je ne peux parler que de celles Ouais, que j'ai faites, tu vois, ouais, en profondeur. Les autres, c'est juste des informations que j'ai glanées ici et là. ouais. Alors, oui, 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 tout à fait. Donc, moi, je n'ai pas fait une formation spécifique avec de l'automatisation, mais j'en ai quand même fait un petit peu. Ok. Alors, tu me parles de Jenkins. Jenkins, je connais un petit peu. Selenium, Oui, 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 tout à fait. Catalone, Catalone Studio, Appium pour la partie mobile. Oui. Donc oui, effectivement, et il y en a. Et ce que j'avais trouvé assez intéressant, assez intriguant, c'est que à la base c'était pour du test fonctionnel, Mhm. mais il y avait quand même cette partie automatisation qui était intégrée parce que tu peux très bien utiliser des outils fonctionnels, surtout maintenant, de plus en plus, Oui. avec tout ce qui se développe, avec l'IA. Tu peux Mhm. avoir de plus en plus d'éléments fonctionnels, mais qui vont quand même te sortir des codes, des scripts, des choses que tu pourras Ah, ok. utiliser derrière. Ok. Voilà. Donc, après, il ne s'agit pas juste d'avoir des éléments et de ne pas savoir comment les utiliser. Tout à Bien fait. sûr que oui, il faut comprendre un minimum. Mais c'est vrai que pour le coup, ça m'avait assez frappé parce que tu vois, je te parle de, je crois que c'était Appium. Oui. Euh, on avait on avait du code en Mhm. Java, tu vois. Mhm. Et t'as des personnes qui avaient jamais vu Java de leur vie. Tout à fait. Mais bon, voilà, la manière dont la formation était faite, on nous expliquait, voilà comment ça fonctionne, Ok. voilà Ok. les méthodes que vous avez, les fonctions que Mhm. vous avez, voilà ce que ça va avoir comme impact. Ok. Et bon, en Très tout bien. cas, pour la vision globale, Oui, 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 oui. pour le Vous coup, on l'avez. l'a Ok, eu. ça Ouais. marche. Ok, 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 ok. Très bien. On vous apprend aussi les méthodes agiles, ce genre de choses. Oui, oui, Ok, les oui, cours sur tout à fait. l'agilité. Ouais, Ok. ouais. En tout cas, Très bien. pour celle que j'ai faite Ouais. C'est spécifiquement, c'était effectivement, je test sais. agile. Ouais, Et ouais. en plus, PSPO. Ah. Et en PSP. Ok, ok, Ouais, ok. les deux allaient de pair. Donc effectivement, j'ai une certification PSPO. Ah. Attends, PSPO, c'est Scrum Master ou c'est Product Owner ou c'est C'est Project Owner. Product Owner? Ok, ça marche. Ouais. Et effectivement, les testeurs font souvent de bons Product Owners. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ça On connaît marche. le produit. Exactement, vous savez ce que vous attendez surtout. C'est ça. Très bien. Bon, du coup, Voilà. ouais, ça répond du coup à ma question. Ok, bon bah super. Peut-être une idée pour plus tard.
Oui. Ok, bon, bah écoute, Diane, si tu n'as pas d'autres questions pour moi, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, donc Ok, Diran Tafen. On peut me retrouver sur YouTube, de Easy Training. ok, Voilà, je pense que c'est les deux principaux canaux. Ou alors, ah oui, dernièrement, on allait sur TikTok. Donc, ceux qui sont sur TikTok, ils peuvent me retrouver Easy Training aussi. Moi, j'y suis pas, mais voilà, vous pouvez trouver Easy Hmm, Training. Et c'est le du futur, coup, il vous paraît. avez le site easytraining.fr. Voilà, Très pour bien, voir ce je qu'on propose. mettrai tout ça dans les commentaires, en tout cas. Yes. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Bah avec plaisir, c'était très sympa et puis j'ai une vision un peu plus claire et je pense que nos auditeurs aussi auront une vision un peu plus claire sur ce que c'est que le DevOps, la culture DevOps et comment ça fonctionne en tout cas. Ça marche. Parfait. Merci beaucoup. Merci et salut aux auditeurs. Salut aux auditeurs. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.